Sans transition, on peut passer la main à Fabien. Bonjour à tous, je suis Fabien, je travaille à l'ADEME. L'ADEME, c'est le service pastoral de la Drôme. Et donc, je suis technicien pastoral là depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qu'on mène depuis 4 ans avec le département de la Drôme. C'est un projet de monitoring d'un certain nombre d'estives euh, pour voir comment les dates de montée et de descente pourraient être anticipées face au changement climatique. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Et je pense que tout doit fonctionner. Ouais, tout va bien. Alors, à la différence du projet qu'on vient de voir, hein, celui-ci ne s'est pas structuré de la même façon. On est plutôt parti d'un constat. Les étés 2019 et 2020 ont été des années qui ont vraiment été sévères sur le Vercors drômois. Des années où il y a peu plu, des années où l'herbe avait peu poussé, et avec des alpages qui sont très chargés, on a eu des, des alertes visuelles, des alertes des partenaires, et même des éleveurs eux-mêmes qui nous ont dit, mais cette année, les animaux qu'on a descendus en septembre ou octobre étaient vraiment pas beaux. Voilà, donc on est sur une propriété départementale sur ce grand alpage d'Ambel. Et donc, ben, c'est vrai qu'on s'est dit, mais quels sont les signes qui nous permettent de dire ça? Donc, au-delà de bêtes en mauvais état corporel, ben, c'est vrai qu'on avait l'impression que les animaux passaient leur temps la tête en bas, avec peu de temps de rumination. On avait des plages de sol nus visibles. On avait même l'impression que les faciès pastoraux avaient pu mourir. Voilà. Et puis c'est vrai que ces mauvais résultats zootechniques se sont traduits aussi par des poids carcasses des veaux à l'abattoir insatisfaisants. Donc, ben, voilà, l'hiver qui a suivi a été propice aux discussions et le département de la Drôme, propriétaire, c'est donc un espace naturel sensible, nous a demandé de les aider à piloter ça en se disant, eh ben, est-ce qu'il faut qu'on anticipe un petit peu la descente des animaux? Est-ce qu'il faut qu'on réduise les effectifs? Et donc, c'est un peu un mix de tout ça qui a été pris en compte. Le GP gestionnaire a fait le choix de baisser de 10% les effectifs de tous les éleveurs. L'idée étant d'avoir le moins d'impact sur les aides et notamment les DPB qui redescendent à chacun des éleveurs adhérents du GP. Donc ça n'a pas été simple, hein. Ils sont entre 20 et 25 éleveurs adhérents de ce GP-là. La DDT nous a un petit peu aidé à mieux comprendre quels étaient leurs hectares qui leur redescendaient. Et ensemble, euh, en AG, on a réussi à acter ça. Je ne vous dis pas que ça a été simple, hein. L'essentiel des éleveurs l'a accepté, mais ceux qui avaient des difficultés pour caser ces animaux sur leur ferme ont quand même pas mal râlé. Et puis, bah, l'année d'après, le département nous a dit, mais l'idée, c'est qu'on ancre ce projet dans la durée, hein, qu'on se rende sur place, qu'on prenne le temps de parler sur les ressources à l'arrivée des troupeaux, sur l'évolution des ressources face au changement climatique, qu'on collecte un petit peu des indicateurs, hein, pour qu'on n'ait pas que des ressentis, mais qu'on puisse objectiver tout ça. Et donc, au-delà de cet alpage d'Ambel qui est symbolique chez nous, eh bien, on a étendu cette vision, on va dire, ces souhaits, ce protocole, d'abord à 4 estives et aujourd'hui 8 estives pilotes. Donc, je vais vous détailler maintenant un petit peu le panel d'estives qu'on a. Donc, vous voyez qu'on en a sur toute la Drôme du nord au sud, c'est-à-dire du Vercors et même des hauts plateaux du Vercors jusqu'aux Baronnies. On a des troupeaux ovins, des troupeaux bovins, et puis des troupeaux qui mélangent ovins, bovins et équins. On en a 3. Et puis, la plupart sont structurés en groupements pastoraux, mais on a quand même souhaité prendre une estime individuelle
pour voir à quel point la PAC collective pouvait, on va dire, gripper les mécanismes de modification des dates un petit peu au dernier moment parce que le climat l'exigerait. Au-delà de cette diversité de systèmes d'alpage, on a aussi une diversité de systèmes climatiques. Donc là, je n'ai pas les 8 estives, mais on en voit déjà 5. Et vous voyez qu'en seulement 30 km avec un gradient nord-ouest-sud-est, eh bien, on a 3 à 4 climats différents. Globalement, la Drôme, c'est la partie nord dans les Alpes du Nord, la partie sud clairement dans les Alpes du Sud, voire même la Provence. Et donc, on a un gros gradient climatique. Et l'idée, c'était qu'on ait des alpages qui couvrent un petit peu tous ces contextes climatiques. Je vais maintenant vous détailler, on va dire, mois par mois, comment l'ADEME aide le département et les groupements pastoraux à piloter ce monitoring. Alors ça commence en ce moment. Vous voyez, j'ai pris une image du jour, hein. C'est la webcam de la station de ski de Fondurle. Fondurle, c'est sur le Vercors drômois. Et donc, euh, les webcams des stations de la Drôme me permettent de voir à quel moment l'alpage déneige. Donc là, ça paraît plus très enneigé, mais ne serait-ce que 3 jours en arrière, c'était tout blanc. Donc voilà, on est au 25 mars. Ils annoncent une semaine plutôt, oh, j'allais dire douce. Pas tant que ça, hein, semi-printanière. Voilà, plus de neige n'est annoncée. Donc je pense qu'à partir de maintenant, bah voilà, la végétation va commencer à accumuler de la chaleur. Donc c'est mon premier, ma première étape du monitoring, c'est ces jours-ci que ça démarre. On a même démarré un peu plus tôt sur d'autres estives beaucoup moins enneigées. À partir du mois d'avril, eh bien, on va suivre un des aléas qui tend à augmenter avec le changement climatique, c'est l'aléa de gel après démarrage. Donc, on va regarder si la végétation, une fois qu'elle sera en pleine pousse, est-ce qu'elle subit des coups de gel et à quelle sévérité? Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, je regarde la date de déneigement, parce que c'est à partir de cette date de déneigement qu'on va commencer à accumuler de la chaleur, et donc des degrés jour. J'imagine que ça parle à pas mal de monde, cette unité-là. Donc aujourd'hui, 25 mars 2025, eh ben, si on est à 0 degré jour, je vais attendre d'atteindre les 300 degrés jour qui sont un seuil à partir duquel les graminées se mettent en moyenne à taler. Et puis, 600 degrés jour, ça sera mon second seuil. C'est le seuil à partir duquel les graminées montent en moyenne en épi. Alors, tout ça, c'était pendant longtemps de la théorie, hein. C'est l'INRAE de Grenoble qui avait mis ces 2 seuils. On les a testés pendant plusieurs années, hein. L'idée, c'était de voir si effectivement, à 300 degrés jour, selon ma configuration d'alpage, est-ce que les graminées talent? Est-ce qu'elles épient à 600 degrés jour, puisqu'on a une diversité d'espèces? Mais nos protocoles nous ont permis de valider ces 2 valeurs. Donc, quand je parle de gel après démarrage, eh ben, je regarde les coups de gel qui vont se produire entre 300 degrés jour et 600 degrés jour. Ces choses-là, je peux les vérifier au quotidien puisque tous les jours, j'ai un fichier Excel qui se met à jour dans mon ordi et qui me dit euh, quelle est la somme de température que j'ai atteint. Donc là, on a, je vais le détailler après, mais c'est à partir de stations météo. Et donc, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de voir la sévérité du gel entre 300 et 600. C'est un des aléas les plus typiques du changement climatique. Tout le monde pense à la sécheresse, bien sûr, mais le gel, ça ne concerne pas que les abricotiers, pas que la vigne, ça concerne aussi les alpages. Je ne sais pas trop qui est dans l'assemblée, si c'est quelque chose qui est évident pour vous ou pas. On a d'autres stations météo sur d'autres sites et par exemple, j'avais produit le même graphique ailleurs l'année dernière. Donc, quand un coup de froid arrive, il arrive partout en Drôme, même sur les alpages doux. Et par exemple, l'année dernière, le coup de gel qui est à moins 6,7 là autour du 26 avril, et bien, ici sur cet alpage froid, il était avant les 300 degrés jour. Sur d'autres alpages, il est intervenu pendant la période des 300 degrés, entre la période 300 et 600.
J'ai pas eu de gel en 2025. En fait, depuis qu'on fait ce monitoring là depuis 4 ans, il n'y a pas eu de gel après démarrage. L'année dernière, ce coup de gel est intervenu avec beaucoup de neige, donc les végétations n'ont pas gelé. Donc, c'est ce graphique que je viens de vous montrer, ben, je le génère à partir de stations automatiques. On en a deux sur deux sites climatiques bien distincts. Ce sont des stations météo autonomes qui fonctionnent avec le réseau téléphonique, hein. Là, il n'y a que la partie capteur, mais on a aussi une partie communication, on va dire, avec un abonnement 3G. Et donc, ces deux stations météo, au-delà de m'alerter sur le gel après démarrage, elles me permettent de faire ces sommes de température. Donc, le graphique que je montre là vous montre en fait la cinétique de cumul de chaleur, hein. Globalement, les dates en bas sont les dates de déneigement, hein. 16 février pour 2024, qui était l'année plus précoce. Pour un même site, ça peut être au 28 mars selon les années, hein. Donc, vous voyez, on peut avoir plus d'un mois de décalage de déneigement. Et puis, la chaleur s'accumule petit à petit. Au plus la courbe est pentue, au plus on a de la chaleur d'un coup, hein. Et donc, ces deux stations météo, au-delà de me dire les jours de gel après démarrage, eh bien, elles vont aussi m'aider à prédire la maturité de l'herbe. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir anticiper, en fonction de la cinétique, à quelle date j'atteins mes 600 degrés jour. Et donc, à quelle date une première valorisation par les troupeaux serait possible pour les alpages. J'espère que je ne vous perds pas. J'enchaîne. Ces stations météo, elles vont également me permettre de caractériser la précocité de la saison, hein. Donc, ce que j'enregistre sur la diapo d'avant, eh bien, ma date, je vais pouvoir la positionner en temps réel, on va dire, par rapport à, aux modélisations qu'a fait Météo France sur mon alpage. Et au-delà de les faire sur mon alpage, les modélisations Météo France sur mon pixel de quelques dizaines de mètres sur lequel ma station météo est implantée. Donc ça, c'est INRAE Grenoble qui m'a sorti tous ces calculs sur le pixel qui m'intéressait. Et donc, vous voyez, ça permet de savoir combien j'ai de jours d'avance ou de retard euh, pendant longtemps, je disais à la moyenne, mais une moyenne sur 60 ans, ça ne parle pas beaucoup. Donc, de savoir combien j'ai d'écart par rapport au climat que j'ai considéré comme actuel, c'est-à-dire le climat des 30 dernières années, ou par rapport au climat ancien. Ancien, ça ne va pas chercher si loin que ça, hein. Vous voyez que je démarre le climat ancien dans les années 90. Voilà, donc ça c'est riche d'enseignements et quand je parle de précocité de la saison, eh ben, c'est parce qu'en fait des années en retard, on n'en a presque plus, hein. Vous voyez vraiment l'illustration du changement climatique avec presque un mois de décalage en 60 ans. Tout le monde est là? Parce que j'ai eu un petit bug. Je vais vérifier. Tout va bien. Tout Tout va va bien, tout va bien. bien. OK, pardon. Alors, je remets en plein écran. Voilà. Ces données, d'une part, depuis mon ordinateur, à caractériser cette précocité, mais je ne les garde pas pour moi, évidemment, hein. Je les donne en temps réel, enfin en temps réel. Je fais un point 2 à 3 fois par saison avec les GP sur lesquels j'ai les stations météo. Et puis aussi, je donne mes infos à la Chambre d'agriculture de la Drôme qui édite avec celle de l'Isère un bulletin il appelle le bulletin pâturage. Je ne sais pas si vous avez la même chose en Occitanie, mais l'idée c'est de se dire, semaine après semaine, quelle a été la météo, comment l'herbe pousse, qui a sorti les bêtes et comment ça se passe. Voilà, donc de temps en temps, je communique ces choses-là et c'est intégré à une lettre qui est envoyée à beaucoup de destinataires. Arrive la période de juin-juillet, on se rend sur place avec les partenaires. Donc les partenaires, c'est le département agriculture et environnement, mais c'est aussi les partenaires territoriaux, le PNR s'il y en a un, la Comcom, Natura 2000, voilà, en plus des éleveurs et des bergers. On essaye de passer à date fixe
au printemps. Donc vous voyez que là, en 4 ans, je suis passé à 3-4 jours d'écart. Et l'idée de ces tournées début d'estive, c'est bien sûr de discuter tous ensemble, de partager les regards. C'est aussi d'objectiver cette précocité, hein. Au-delà du graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, vous voyez qu'en 4 années successives, on a 4 allures complètement différentes, hein. 2021 qui était une année où il y avait très peu d'herbe et où l'herbe n'avait pas vraiment démarré à l'arrivée des troupeaux. 1 an plus tard, on a des graminées qui sont en train de mûrir, hein, un alpage déjà jauni. Juillet 2023, l'année exceptionnelle en termes d'herbe, vous voyez, l'herbe m'arrive plus haute que le genou. Et puis 2024, là aussi, il y avait de l'herbe, mais c'était plus tardif, plus humide. Vous avez peut-être vu ce petit appareil que je me porte ici, là, vous le connaissez sans doute, c'est l'herbomètre. J'ai détourné l'usage de l'herbomètre pour en faire un appareil de mesure de l'herbe, on va dire au sens simple. Et je dis hauteur d'herbe pour simplifier, mais c'est bien une densité d'herbe. Donc l'idée, c'est que ce jour de la tournée, moi, je passe avec cette machine pour prendre tout un tas de données. Donc c'est un herbomètre qui est électronique. Ça veut dire que je ne me casse pas la tête à faire ni des maths, ni, ni à compter le nombre de coups que je pose. Globalement, j'ai 12 à 13 sites sur lesquels je prends 60 hauteurs. Donc ça fait vite 700 mesures par alpage et par an. Et donc, on n'a que 4 ans de recul, mais ça nous permet déjà de qualifier quelle est la variabilité interannuelle de hauteur d'herbe à l'arrivée des troupeaux. En haut, vous avez un graphique très simple qui montre pour un même site la variabilité. Pour chaque point, j'ai noté sur quel type de faciès j'étais au sens pastothèque. L'idée, c'est d'arriver à voir si une année de sécheresse, les milieux plutôt séchants sont en RB ou peu, voilà. Et puis, le graphique en bas à droite vous montre déjà l'écart à la moyenne qu'on peut observer en seulement 4 années de mesure. Et donc, sans surprise, les alpages ceux qui présentent les sols les plus profonds sont les plus constants. Et puis les 2 derniers, en orange et en jaune, sont ceux les plus au sud, les plus caillouteux. Et donc c'est là où on a la plus grande hétérogénéité. Et donc en seulement 4 années de données, on se rend compte qu'à l'arrivée des troupeaux, il peut y avoir entre 40 et 70% de biomasse disponible différente. Alors ce n'est qu'une valeur à un instant T, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va plus pousser après. Globalement, on passe quand même à une date assez tardive, hein, on passe entre le 20 juin et le 14 juillet. Malgré tout, à cette date, on sait qu'une bonne partie de la biomasse qui devait pousser a déjà poussé. Ces stations météo me permettent aussi d'objectiver, au moins en plein été, le stress hydrique, hein. Donc, on a équipé nos 2 sites de sondes, je trouve plus le mot, tiens, de sondes de tensiomètre, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, ce qu'on mesure, c'est la force exercée par les racines des plantes pour aller chercher de l'eau. Je n'ai pas trouvé de biblio sur les seuils. Globalement, j'ai essayé de les faire de façon empirique, mais mon échelle va de 0 à 200. Au plus ça monte, au plus la force exercée est forte. Et j'ai essayé de catégoriser à partir de quand c'est tendu pour les plantes d'aller chercher de l'eau ou à quel seuil je suis en stress hydrique. Tout ça, je l'ai fait les premières années en essayant d'aller voir sans arrêt si mon alpage me paraît en stress ou pas. Et donc, ces stations météo, même si elles sont entre 1450 et 1550 mètres d'altitude, je les ai mises quand même sur des sites en bord de route où je passe souvent pour pouvoir faire toutes ces observations en temps réel. Donc là, en 2024, globalement, il y a pas mal plu tout le printemps, hein. Vous voyez, c'est les pluies quotidiennes avec le nombre de millimètres à chaque fois. Et puis, à partir de fin juin, il s'arrête de pleuvoir et puis le sol sèche. Et dès le 25 août, on a des grosses pluies qui font que le sol ne sera plus jamais en stress hydrique jusqu'à la fin de l'estive.
Et puis, la dernière étape de notre monitoring, c'est de faire des tournées à mi-estive pour faire le point sur l'été. On est habitué, les services pastoraux, à faire des tournées de fin d'estive qui font le bilan. Mais c'est vrai que la fin d'estive, c'est souvent trop tard pour prendre des décisions, pour piloter. Donc, on a essayé de les anticiper. On les fait début septembre. Et en début septembre, globalement, soit il a commencé à pleuvoir et on sent que la saison est gagnée, soit la saison peut s'avérer pas mal critique. Donc ça fait 4 ans qu'on a ce protocole-là et ça fait 4 ans que à partir de début septembre, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de prendre de décisions particulières parce qu'on a eu des bonnes pluies, mais on sait que tôt ou tard, on aura quelque chose de critique à gérer. Et l'idée, c'est qu'on décide collectivement si on descend les animaux plus tôt, l'objectif étant que les alpages ne souffrent pas. Voilà. Et puis le dernier volet, qui est le moins bien objectivé, c'était de comprendre quelle était la qualité de l'herbe. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'était beaucoup sur la quantité. Donc sur cette qualité, on ne l'a pas pris par le volet herbe, mais on l'a pris plutôt par l'entrée animale, en se disant que effectivement, une année où les bêtes ne font que manger, que se disperser, qu'elles ne ruminent plus, ce n'est pas des bons signes. Bien sûr qu'on était à l'écoute de ce que nous racontaient les éleveurs, les bergers. On a eu des idées de prendre des poids de veaux à l'abattoir, mais encore faut-il qu'ils soient nés à la même date, qu'ils soient tués au même âge. On nous parlait de sevrage des veaux, mais encore faut-il être sûr que les veaux soient sevrés. Bon, voilà, tout ça, ça a été un petit peu approché pendant des années. Mais en fait, on est beaucoup sur des groupements pastoraux qui mélangent différentes races, différents cheptels, et en fait, c'est difficile d'avoir une tendance de l'herbe qui se traduit par un niveau corporel, dans la mesure où sur un même GP, on a des éleveurs qui amènent des bêtes en bon état et d'autres en moins bon état. Donc rien que pour cette raison, c'était pas facile. Donc on va adapter un petit peu le protocole pour 2025 et donc on va faire des analyses de fourrage à 2 périodes, en début d'estive quand on vient mesurer l'herbe et en mi-estive au moment de la tournée, le second tour, pour voir comment la qualité de l'herbe s'est maintenue ou pas pendant l'été, et éventuellement, si la repousse vient relancer la qualité. Voilà, il est temps que je conclue. Donc, on est sur un projet qui est globalement très, très important pour l'ADEME ces dernières années, un projet qui fédère tout un tas de partenaires autour de l'agrosystème estive. On l'a fait avec INRAE Grenoble qui est venu nous aider à faire des protocoles sérieux, disons, et on est venu aussi beaucoup tester ce qu'ils avaient théorisé dans le programme Alpage Sentinelle. On est très satisfait d'avoir 2 stations météo qui nous permettent de fédérer aussi les éleveurs et les bergers à notre projet. C'est fou la quantité de données qu'on obtient de ces stations météo. Le petit bémol, c'est que 2, c'est déjà pas mal parce que il faut assurer de la maintenance. Elles sont en montagne, c'est sans arrêt, j'allais dire en panne. Non, c'est pas sans arrêt en panne, mais sans arrêt, il faut faire quelque chose. Et donc, je souhaitais souligner ça. On a un département de la Drôme qui soutient ce projet, alors qu'il soutenait d'abord sur l'entrée plutôt environnementale ENS, mais aujourd'hui, sur l'entrée aussi agricole avec un projet qui devrait normalement s'inscrire dans la durée. J'en ai fini. Je vous remercie. Merci à toi. Du coup, même chose, on peut prendre 1 ou 2 petites questions, questions de compréhension s'il y a, et puis ensuite on ouvrira la discussion plus largement sur les 2 présentations. Allez-y, la parole est à vous. Oui, alors je sais pas votre nom. La main qui est levée, ONG PAD. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors, bonjour chers tous. Moi, c'est Hervé Danon, président de l'ONG Pastoralisme et Développement Durable.
Et je suis très intéressé d'abord par le thème de l'atelier. Et puis, j'ai suivi un peu le développement de M. Fabien. Et seulement que les conditions climatiques en Europe et en Afrique ne sont pas tellement les mêmes. Mais j'ai suivi un peu et le développement. Et ma question est celle-ci. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un accompagnement de ma structure, vu que nous intervenons dans le même champ, le pastoralisme? Alors, je reformule parce que je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Est-ce que c'est possible que je vous aide? C'est ça la question? Oui. À mettre en place, en œuvre aussi ces projets en Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin. Alors, moi, je ne suis pas du tout. J'ai pas vocation à sortir trop de mon département, hein. Je travaille dans une association qui s'occupe des éleveurs de mon territoire. Après, effectivement, ça nous fait plaisir de partager cette initiative drômoise. On le fait aujourd'hui sur ces webinaires. On l'a fait aux rencontres nationales des acteurs du pastoralisme. L'idée, c'est que ça essaime, c'est vrai. Après, voilà, profitez de nos expériences pour les déployer chez vous. Mais l'ADEME en soi ne sera pas en capacité de vous aider en Afrique, mais peut-être qu'il y a des chercheurs, un CIRAD ou d'autres partenaires intéressés pour aider ce monsieur-là. Merci beaucoup. Oui. Bon, on va prendre dans l'ordre, François. Oui, bonjour. François Regnault, la Fédération pastorale de l'Ariège, dans les Pyrénées. Merci pour... voilà, c'est une question à Fabien Candy. Enfin, j'ai deux questions. Bravo déjà pour le boulot, là. Alors, ma première question, c'est quel est le temps que tu consacres à ce travail dans l'année, à peu près la part du temps que tu y passes? Et la deuxième question, tu l'as évoqué un peu, vous avez pressenti qu'il pouvait y avoir une lourdeur à adapter la gestion de l'estive dans le collectif. Et comment ça s'est passé justement à ce niveau-là? Est-ce qu'il, par rapport aux adaptations de dates de descente, d'effectifs, voilà, au-delà des 10%, qu'il a fallu de cheptel qu'il a fallu réduire là. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas qui ont nécessité des adaptations importantes? Ok, merci. J'y passe entre 30 et 35 jours par an, globalement. On est sur un projet que je souhaiterais ne pas étendre. 8 estives pilotes, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a déjà et qu'on arrive à l'ancrer sur la durée, qu'on essaye de ne pas perdre de données en route. Et voilà. Le département avait envie d'encore étendre, mais je crois qu'il faut qu'on soit prudent là-dessus. Il y a aussi il y a quand même de l'investissement personnel, hein. Je suis passionné par ces questions climatiques, météo, et effectivement, souvent, cette maintenance des stations, je la fais pas que sur du temps salarié, disons. Voilà. Après, j'imagine qu'en étant à la Fédération pastorale de l'Ariège, vous connaissez par cœur les mécanismes PAC. Je trouve aujourd'hui que tout vient gripper cette mécanique de pouvoir monter un peu plus tard, descendre un peu plus tôt. Avant, il y avait beaucoup la question des DPB qui était en jeu. Aujourd'hui, l'éco-régime qui prend l'importance vient aussi gripper ça. C'est pourquoi sur notre alpage d'Ambel, ben, on avait fait le choix de baisser de tout le monde de 10% l'effectif, hein, on n'était pas sur les dates, mais pourquoi? Parce que ben, vous savez qu'on se partage un gâteau d'hectares admissibles en fonction de la part qu'occupe son troupeau. Et on s'était dit qu'en baissant tout le monde du même pourcentage, eh bien, on ne réduisait pas les parts du gâteau de chacun. Voilà, donc c'était, je crois, la seule façon pour faire admettre une telle baisse. Et on est sur un alpage
sur lequel on a baissé de 85 UGB, hein, c'est un gros alpage, donc c'est pas neutre, et ça veut dire aussi pas mal d'adaptations sur les fermes pour assumer ces 8 ou 10 UGB pour certains qui n'ont plus de place en montagne. Sur les dates, pour l'instant, on n'a rien changé en 4 ans parce que on a eu des années plutôt favorables. 2022 était très mal parti, mais on avait eu un automne exceptionnel et une repousse exceptionnelle, donc on n'a rien touché. 2023 et 2024 ont été humides. Enfin, humides, n'ont pas été secs. Vous savez que c'est pour ça aussi qu'on prend des critères objectifs, c'est que souvent l'humain vient comparer une année avec l'année précédente, mais voilà, même si on a l'impression qu'on a eu un été pourri l'année dernière, vous avez sans doute entendu parler de ça, ça restait un été très chaud et pas si humide que ça. Voilà, donc je ne sais pas quelles seront les prochaines décisions à prendre. En tout cas, aujourd'hui, on a tous les indicateurs pour piloter ça comme il faut. Globalement, nous, ce qu'on veut, c'est que les alpages restent chargés, parce que notre problème, c'est plus le sous-pâturage, enfin le sous-pâturage, la progression des ligneux et une transformation des ressources par des espèces moins appétantes, type brachypodes, pour les alpages sous-chargés qu'un surpâturage. Mais c'est vrai que des alpages chargés correctement, c'est des alpages qui sont en difficulté des années climatiques sévères. Mais on ne voudrait pas que pour prendre sans arrêt de la marge de manœuvre et de la sécurité des années sèches, on soit en sous-pilotage en permanence. Merci. On peut peut-être prendre la question suivante, Astrid. Oui, merci. Donc, Astrid Long, je travaille à la communauté de communes des Vallées de Thônes. Merci Fabien pour ton exposé, c'était très intéressant. Moi, je me posais des questions. Tu parlais des perspectives 2025 et d'analyse de fourrage pour savoir un petit peu quelle était la qualité de l'herbe, pour objectiver ça. Et est-ce que vous avez déjà travaillé sur les paramètres que vous allez observer ou pas? Parce que je me questionne là-dessus. Est-ce que vous avez un protocole qui est déjà un peu défini? Alors, on va travailler avec le labo César, un labo qui est dans l'Ain, qui accompagne pas mal de partenaires déjà. Labo César fait des tarifs soit éleveurs pour les aider à comprendre ce qu'il y a dans leur foin, soit un tarif plutôt expérimental, ce qui nous intéressera nous. Il y a 2 niveaux, hein, soit on fait le truc basique, soit le truc plus poussé. L'ADEME, c'est pas un organisme de recherche, hein, vraiment, on est un service pastoral, donc on va faire la chose la plus basique. Et globalement, ça va tourner autour de carbone, d'azote, de digestibilité. Voilà, pour faire très simple. Après, pour rien vous cacher, on a acté il n'y a pas longtemps qu'on allait faire ces analyses d'herbe. INRAE a beaucoup travaillé sur ces choses-là à Grenoble. Donc, j'ai un peu repoussé dans ma tête à plus tard, mais c'est vrai qu'on va déjà bien collecter la ressource comme il faut au printemps. Et puis, voilà, j'espère qu'on arrivera à en faire dire des choses intéressantes. Et après, j'avais une autre partie de question. Du coup, tu as analysé un petit peu le stress hydrique auquel étaient soumis les herbacées. Nous, là, sur notre alpage école, alors moi je suis en Haute-Savoie, mais on a également des sondes de sol pour mesurer la teneur en eau et la température dans le sol à différentes profondeurs. Donc je ne sais pas si c'est le même type d'outil que tu utilises, toi. En tout cas, tu as parlé de tensiomètre. Je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose. En gros, c'est un capteur d'humidité, c'est de 0 à 100%, je pense. Soit c'est un tensiomètre, et là, c'est de 0 à 200 centibars. C'est voilà, c'est une force à exercer, c'est pas un pourcentage d'eau. Et du coup, la question que j'avais, l'échelle que tu as établie là pour dire on est en stress hydrique, on est en tension, confort, tout ça, comment tu as travaillé pour l'établir cette échelle? Enfin, sur quoi tu t'es basé? Parce que du coup, j'aimerais avoir un indicateur de ce type-là aussi, mais peut-être qu'on pourra en reparler. Non, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et puis surtout, ça m'intéresse si je peux améliorer ce graphique-là. J'ai trouvé pas mal de courbes pour des grandes cultures, hein. La luzerne flétrie à telle tension, le blé à telle tension. Globalement, le point de flétrissement, enfin, c'est pas le point de flétrissement, mais le stress hydrique commence avec le blé à 60, tandis que moi, je l'ai qualifié pour mes alpages à 100 centibars. Voilà. Globalement, c'est quand je suis à 100 centibars, je me rends sur l'alpage et je vois si j'ai l'impression que les feuilles s'enroulent, est-ce que les tissus se dessèchent ou est-ce que j'ai le sentiment que tout va bien.
Globalement, quand on est sur les premiers stades qui sont confort ou tension, bah, je considère que l'herbe a encore une belle allure. Par contre, voilà, dès que la feuille s'enroule, dès que ça ternit, je l'ai imaginé comme ça. Après, c'est une version bêta de graphique, hein, on va l'améliorer petit à petit. Voilà, mais j'ai pas eu de retour contradictoire sur ces seuils-là. De toute façon, vous avez vu, les sondes, elles sont à 15 cm de profondeur, ou 20, je ne sais plus. Globalement, je passe de tension à stress tout de suite, et puis quand il pleut, donc les premières pluies ne font rien, puis d'un coup, pouf, je tombe en saturation. Donc voilà, quand il y a une grosse période de sécheresse, je passe très vite d'un état, on va dire, acceptable à compliqué. Ok, bah merci. Et ce que je veux aussi, c'est compter le nombre de jours en stress hydrique, alors le nombre total sur l'été, mais surtout la durée de cette plage-là. Et potentiellement me dire, 15 jours en stress hydrique ou à 200 centibars, les herbes, elles résistent, mais 30 jours, elles commencent à mourir. Voilà, je vais essayer d'approcher ça. Oh, Alors, je vais pas regarder ce qu'il y avait dans le chat, oui. mais peut-être que j'y ai répondu malgré tout. Alors, il y avait une autre question dans le chat au sujet de la réduction de 10% du cheptel dont tu as parlé. Est-ce que ça s'est maintenu sur la durée? Et est-ce que cette décision elle est remise en question d'une année sur l'autre au vu de la variabilité interannuelle? Alors, pour l'instant, elle est maintenue. Tous les éleveurs pensent que c'était le bon choix à faire. Et dès l'année 2, hein, donc on est passé de 850 UGB à 760, je ne sais plus, voilà. Euh, et ben même une année avec pas mal de ressources, il ne restait plus de ressources à la fin, ce qui montre bien que les animaux avaient sans doute un peu faim l'année précédente. Donc c'est aussi pour cette raison qu'ils se sont dit que ça valait le coup de maintenir. Globalement, s'il était resté de l'herbe 4 années de suite, je pense que ça aurait été flottant, mais l'alpage est mangé malgré tout avec cette réduction-là. Voilà. Et ce qui s'est passé, pourquoi on est monté à un tel niveau de chargement, un petit peu insidieusement, parce qu'on ne s'en était pas trop rendu compte, chaque éleveur a des quotas. Hein, voilà, donc ils avaient des quotas de vaches et puis, ou de génisses, et puis les génisses deviennent vaches, ou les vaches, elles sont d'abord seules et puis après elles ont un veau. Et en fait, petit à petit, voilà, les éleveurs ont pris un peu d'ampleur sur le GP sans trop s'en rendre compte. Alors, vous allez me dire, ils n'ont pas pris 85 UGB d'un coup, hein, on était plus chargé à une époque que ça. Mais aujourd'hui, on reste là-dessus et les alpages qui touchent, parfois sont tentés de baisser un peu aussi sous l'impulsion du département. Donc, on essaye de ménager tout le monde. À l'ADEME, on est persuadé qu'il faut des alpages bien chargés pour qu'ils soient quand même bien gérés. Mais c'est vrai qu'une année critique, c'est pas l'alpage qui fait tampon, du coup, hein, c'est aux éleveurs et aux fermes de pouvoir prendre des animaux plus tôt si jamais c'était compliqué. On a fait le tour? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, témoignages? Ouais, sinon, par rapport à la première présentation de Caroline et Sylvain, comment est-ce que le travail que vous avez fait avec ce groupe-là, enfin, est-ce qu'il a été après rediffusé vers d'autres éleveurs caprins de la zone ou plus largement? Peut-être je peux répondre au national et après Sylvain, je te laisse répondre sur la zone. En fait, au national, c'est vrai que donc, je l'ai montré en début de présentation. Moi, j'anime des groupes d'éleveurs bien au-delà de l'Hérault. Et du coup, en fait, j'ai des éleveurs qui valorisent aussi des sous-bois, mais dans d'autres zones, du coup, qui sont super intéressés en fait sur ce qu'on fait avec ce groupe-là et qui manquent en fait de repères sur à quel moment en fait je prélève trop, à quel moment il faut que je sorte, en fonction du stade physiologique aussi des chèvres, c'est quand le mieux pour y aller, etc.
puisque voilà, donc on est quand même sur des animaux qui préfèrent manger du coup les feuilles par rapport à l'herbe verte hein, quand on leur laisse le choix. Et du coup, on a prévu là pour la dernière réunion dans toutes les zones de faire un point sur ce qui s'est passé ailleurs et notamment pour ceux que ça intéresse, donner des repères en fait en pasto. Et du coup, là, l'idée ce serait de reprendre les grands messages en fait à l'issue de nos 2 ateliers et de diffuser cela dans d'autres zones du coup. Pour compléter sur la diffusion locale, je n'ai pas refait le point avec Julie, mais moi, à ma connaissance, il n'y a pas forcément eu de communication là, sur le livrable. Effectivement, ça mériterait d'être fait. Et puis aussi, voir avec notre réseau plus large au niveau régional, de mettre en ligne ce livrable et de le diffuser, oui. Sachant que ça reste quand même un document relativement synthétique par rapport à d'autres ouvrages de référence ou d'autres choses qui ont déjà été... voilà, on n'a pas non plus réinventé ou révolutionné les choses. Et d'ailleurs, l'ouvrable renvoie justement au guide pastoral Caprin et toutes les ressources que tu as pu faire. Et juste pour compléter, on a fait quand même un point à la journée technique Caprine de Monteil en novembre dernier. Oui. On parlait justement du pastoralisme. Et avec Julie, du coup, on a peut-être en tête de faire une journée pour les porteurs de projets de l'Hérault, mais plutôt un peu plus large sur en fait tous les thèmes qu'on a abordés, que ce soit du coup du pasto, mais aussi bâtiment, énergie, etc. Merci. Oui, Marie. Oui, bonjour. Donc, Marie Gontier au CERPAM dans les Alpes-Maritimes. Je me posais une question, Sylvain, parce que je vais rester sur Sylvain, parce que Fabien, après coup, j'ai une question aussi pour toi. Je me demandais, là, vous avez présenté toute la partie super intéressante, enfin tout, mais la partie qui m'a le plus parlé, c'était le côté ouverture de milieu, en gros, RECP pour essayer d'avoir de la ressource. Et je me demandais si du coup vous aviez eu des suivis pendant quelques années pour avoir un peu des idées de dynamique et notamment, nous on a eu des cas alors qui étaient liés à de la DFCI, mais tu vois de débroussaillement puis 6 mois sans flotte et qu'est-ce que ça donne, etc. Enfin pour éviter aussi de faire des grosses bêtises en ouvrant et puis pas de bol, c'était pas la bonne année quoi. On aimerait bien avoir les moyens de faire ces suivis-là, de les avoir. Non, effectivement, il y a ce risque-là, notamment. Alors, après, au vu des tendances, effectivement, on va plutôt conseiller pour limiter le risque de vraiment travailler sur les fins d'année, sur les saisons automnales, etc., pour maximiser finalement, parce que c'est sur les saisons automne-hiver où on a le moins de soucis ensuite de problématiques d'aléas, notamment sécheresse. On a plutôt des tendances à des automnes plutôt favorables et un agrément au niveau printanier. Mais effectivement, il y a toujours un risque de tomber sur finalement une opération qui se met en place en amont de la très mauvaise année ou du gros coup dur sur le printemps suivant. Et là, effectivement, c'est compliqué de l'anticiper. Mis à part, mais ça correspond quand même pas trop mal sur des systèmes où les opérations sont lancées par les éleveurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le moyen de faire des grosses opérations massives et que les choses se font un peu progressivement, et du coup, nécessairement, ça limite le risque. Donc, il y a le fait, effectivement, de peut-être y aller plutôt progressivement, de faire du léonnage, des choses comme ça, ce qui peut permettre de ne pas faire de trop grosses bêtises. Et après, il y a la question de ce qui est mis en place dans la foulée. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de la réactivité du milieu et de l'année qui enchaîne, de la prise de décision qui doit correspondre à derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on y remet des animaux directement avec un taux de prélèvement très limité
Est-ce qu'on y met des animaux directement et avec directement fort parce qu'on a dit un super printemps et un milieu qui réagit super bien, ou est-ce que, à contrario, on n'y met pas les pieds du tout parce qu'on sent bien que si on commence à y mettre les animaux dès le départ, effectivement, c'est là qu'on va faire la bêtise, quoi. Mais aujourd'hui, le souci c'est-à-dire que les constats sont faits, notamment sur ces milieux de chénévert, dès lors qu'on a quelques cas de figures d'éclaircie, voire de coupe rase, où là, on voit bien que c'est quand même des situations où on peut avoir des repousses et des ressources ligneuses vachement intéressantes derrière. Après, le problème, c'est arriver à mettre ça en place sur des situations où l'exploitant n'a pas forcément la même mise et l'autorisation de faire des coupes, où il n'a pas forcément non plus le temps parce qu'on est dans des systèmes ultra tendus au niveau main-d'œuvre. Donc, entre la théorie, ce qu'il faudrait faire et ce qu'il est possible de faire dans ce type de système-là, on n'a pas encore réglé tous les problèmes. La personne qu'on est allé voir lors de l'atelier 2, c'est quelqu'un qui a un système très particulier aussi, qui n'est pas forcément facilement reproductible sur l'ensemble de nos systèmes caprins, laitiers, fromagers, transformation, etc., quoi. Donc il y a encore du travail à faire auprès des propriétaires forestiers qui mettent à disposition des collectivités, des mairies, etc., pour essayer de faire la promotion de l'éclaircie sylvopastorale. C'est clair. Et du coup, si je peux, la deuxième question pour Fabien, soit j'ai pas noté, soit j'ai zappé. Tu as dit à peu près à quel seuil tu estimais, alors soit en degrés jour, soit autre chose, la date à laquelle le troupeau pouvait arriver, et du coup, comment Parce que tu as dit, en gros, je regarde la cinétique, et du coup, j'estime à quelle date à peu près il pourrait arriver avec le troupeau, mais j'ai pas retenu, du coup, en gros, ton seuil, et si pour ton seuil, tu t'étais aussi basé sur tes tournées de début d'estive ou pas, quoi. Alors, tout ce que j'ai traité là, je l'ai globalement trouvé dans la thèse de Baptiste Nettier. Baptiste Nettier, il dit que globalement, le cumul de température commence au déneigement. Il démarre jamais trop avant le 1er février. Par exemple, l'année dernière, j'avais plus de neige au 20 janvier, mais j'ai attendu la date du 1er février. Et globalement, même s'il y a encore de la neige au 1er avril, on démarre la somme de température à cette date parce que à partir d'avril, il y a beaucoup, beaucoup de chaleur chaque jour et chaque jour compte. Le 300 degrés jour, c'est le seuil qui avait été fixé dans cette thèse comme la date à partir de laquelle les graminées en moyenne dâlent, et des 600 degrés jour, c'est toujours la thèse de Baptiste, qui disait que les graminées commençaient leur épiaison, et je l'avais traduit, enfin c'est écrit comme ça, c'est ce qui correspond à une première valorisation par les troupeaux pour un agrosystème alpage. Ces choses-là étaient quand même très théoriques pendant longtemps, puisqu'il y a des graminées qui épient à 550 et puis d'autres à 1200, quoi, hein. Donc c'est pour ça que je voulais voir si ça n'avait jamais été trop testé. Et puis voilà, sur un alpage à brachypode, est-ce que c'est pareil sur un alpage à fétuque? Et dans les faits, quand mon compteur s'affole à partir de... Je suis allé voir à 300 degrés jour, à 400, à 500, à 600. Et effectivement, en 3-4 ans, j'ai validé ces deux seuils. Ces deux seuils fonctionnent si je n'ai pas eu de gel après démarrage entre la période 300-600 et si je n'ai pas eu de stress hydrique. Donc, non, le stress hydrique, on ne l'a pas en alpage entre 300 et 600 parce que c'est rare que le sol soit déjà sec à être facteur limitant avant l'épiaison. Pourquoi? Parce qu'on est en montagne, parce qu'il pleut plus, parce qu'il y a des stocks de neige, mais n'empêche que tôt ou tard, on aura des années où cette théorie ne marche pas. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je prends tous ces critères, hein. J'avais besoin de monitorer, de regarder mes coups de gel. L'année dernière, j'ai eu un coup de gel, je suis allé voir si ça avait gelé. Non, il y avait de la neige, ça n'a pas gelé, mais parce que ça aurait pu foirer mes prédictions. Et puis, est-ce qu'il y a un stress hydrique ou pas, pour savoir si je peux faire confiance à ça. Là, maintenant, après 4-5 ans de routine, j'ose envoyer
ses pieds sans aller voir. J'ai toujours un peu peur du cas où on me dit non, mais tu nous dis que c'est les pieds, il y a des pissenlits en fleurs, mais voilà. Ça marche. Et ben, on va conclure là-dessus. Merci à tous pour votre présence. Je vous remets nos 2 prochains rendez-vous, donc le 1er et le 11 avril. Les inscriptions sont encore ouvertes, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà inscrits. Et donc les replays, les enregistrements et les diapos seront mis en ligne dans les prochains jours sur le site de l'UMT. Petit message pour les intervenants, je vous laisse me les transmettre, vos diapos. Et voilà, et merci à tous et à bientôt. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. Merci.